Partagé entre le Pérou et la Bolivie, entouré de cordillères élevées, se situe un vaste plateau semi-désertique à plus de 4000 mètres d'altitude, plus connu sous le nom d'altiplano. Ce véritable plafond du monde s'étend sur 800 km de long pour 120 de large. C'est une région unique au monde, où les curiosités géologiques sont innombrables et de toute beauté. Volcans culminant entre 5 et 6000 mètres, lagunes multicolores, salars d'une blancheur immaculée et sources d'eau chaude récompensent pleinement ceux qui acceptent les effets de l'altitude élevée et les nuits sous la tente à moins 20 degrés. Au cœur de cette vaste région, un lac, une légende, un mythe, un nom que même les plus ignorants en géographie connaissent. Le lac Titicaca fascine par son étendue, sa situation et par l'histoire des populations qui peuplent ses rives et ses îles. À 3636 mètres d'altitude, il occupe une superficie de 8340 km², pour une longueur maximale de 196 km et une largeur de 80. Il est le résidu d'un lac beaucoup plus vaste, qui recouvrait au Quaternaire une grande partie de l'altiplano. Le lac Titicaca est alimenté par les pluies et les 25 rivières qui viennent s'y jeter. Le trop-plein s'échappe par les rivières Desaguadero, qui se jettent elles-mêmes dans le lac Popo, un lac sans déversoir et dont les eaux se régulent par simple évaporation. Cette masse d'eau à température constante, très légèrement salée, crée un microclimat qui favorise l'agriculture sur son pourtour, d'où une densité importante de population, plus de 100 habitants au kilomètre carré. Ce qui ne manque pas de surprendre à une telle altitude. Les rives ont conservé leur vocation rurale très marquée, et il est surprenant pour nous Européens de parcourir du regard ces vastes étendues encore cultivées selon des méthodes ancestrales. Aujourd'hui, l'activité principale est tournée de plus en plus vers le tourisme, grâce notamment à un artisanat de tissage et de confection de vêtements aux couleurs vives. Mais ça va pas du tout, Michel. Je me suis trompée, je sais plus ce que tu m'as dit de dire, moi. Attends, qu'est-ce que tu m'as dit de dire? Je me rappelle plus parce que... Oh, dis-moi. Bon, d'accord, mais ça, c'est vraiment ce que j'ai vu à Puno et c'était passionnant. Les îles les plus célèbres du lac Titicaca sont les îles flottantes des Indiens Huros. Cette visite permet de découvrir un mode de vie unique. Tout y est bâti en roseau. Les totoras, les maisons, les écoles et jusqu'au sol lui-même. Tout repose sur des pilotis faits de troncs d'eucalyptus. En dehors de la confection de toutes sortes d'objets en roseau, leurs habitants vivent de la pêche, de la chasse aux oiseaux et de la récolte de plantes lacustres. Sans oublier la chasse aux touristes que nous étions. Mais on peut toujours rêver, n'est-ce pas? Allez, un petit tour en balsa pour la photo. Je t'aime. Oh non, ça fait non. Vamos. Pour rentrer, nous prenons le dernier bateau, suivi de près par nos Indiens Huros qui, la journée terminée, rentrent du boulot. On a bien failli y croire. Mais quoi, c'est la vie. Mon meilleur souvenir, la découverte des gens. Et c'est cette découverte-là qui m'a le plus surpris parce que comment moi-même je vais réagir par rapport à ces étrangers. Et c'était vraiment mon angoisse. C'était pas un problème physique, c'était pas un problème matériel, je savais que ça serait organisé. Mais là, les gens... Et en fait, là, ça a été la surprise, dans la mesure où les gens, ils étaient comme tout le monde, avec leur tradition, leurs costumes, leurs couleurs, leur bonne humeur, leur sens de l'accueil, du respect de l'autre. Je ne me suis jamais senti véritablement comme un étranger. Et ils m'ont donné l'occasion d'avoir des regards sur eux tout à fait sympathiques et émouvants.
Au niveau de l'expérience humaine, comment as-tu ressenti ce mois passé en promiscuité avec des gens que tu ne connaissais pas tous? Comme je l'ai dit, il y a des tensions qui se... Être parti comme ça, en vélo et en voiture, c'est un peu comme être parti en bateau. Sur un bateau, on est confinés, on est les uns sur les autres, il faut faire avec. Mais dans les conflits, on apprend beaucoup de choses sur soi-même. Donc, tant qu'on arrive à les canaliser, je trouve qu'on apprend des choses. Et puis on partage tous, on est tous embarqués sur le même bateau et il faut aller au bout ensemble. Et ça, c'est un challenge de plus. Donc, on va essayer de rouler ensemble jusqu'à la douane pour passer la douane ensemble. Donc Mariano, il est devant avec son camion, tous les deux devant. Avec Umberto. Donc ils passent tous les deux la douane. Et ils nous attendent avant ou après? La plupart des Boliviens des régions rurales vivent de l'agriculture. Pommes de terre, maïs, quinoa, bananes, café, blé, coca, riz, canne à sucre, haricots, manioc, carottes, oranges et noix du Brésil constituent les principales cultures. La production vise essentiellement à satisfaire aux besoins de la famille et de la communauté, l'excédent étant vendu au marché local. Mais Copacabana en Bolivie! Copacabana est une agréable petite ville bâtie au bord d'une baie encadrée de 2 collines formant une presqu'île. Je suis là, maman! Mais rien à voir avec son homonyme de la plage brésilienne, nettement plus célèbre. Dès la période précolombienne, Copacabana fut un sanctuaire consacré au dieu Soleil et au fondateur de l'Empire. Cette tradition s'est perpétuée grâce à la Vierge miraculeuse, la Virgine, patronne de la Bolivie. Statue en bois sculpté datant du XVIe siècle, exposée dans la cathédrale, l'un des monuments baroques les mieux préservés du pays, la Vierge est tournée face aux eaux du lac qu'elle protège et d'où, selon les Incas, serait sorti le soleil au moment de la création du monde. 1h30 d'une vedette poussive dont le moteur est à peine assez puissant pour gagner sur le courant avant d'accoster sur la Isla del Sol. Donner du sens à ce qui n'en possède pas. Observer les actions banales de la vie quotidienne comme les événements primordiaux. Rester là, considérer chaque chose, chaque personne, chaque acte, comme on regarde émerveillé une vitrine de Noël. Une façon de se dépasser. C'est un mode de vie. Il y a la sortie que je vais plus ou moins organiser tous les week-ends avec les amis. Justement, encore aller visiter quelque chose en France, pas trop loin, grâce à cette machine. À pied, c'est sûr qu'on voit aussi beaucoup de choses, mais tu fais pas autant de kilomètres et puis c'est pas ludique. Moi, à pied, non. À vélo, oui. Nous gravissons le souffle un peu court, Yumani, cet impressionnant escalier de l'époque Inca qui mène à une fontaine avec 3 sources d'eau et qui symbolise les 3 lois Inca. Ne pas voler, ne pas mentir, ne pas être paresseux. Le regard de l'autre, de l'étranger, donne soudain du relief à ce qui en a perdu, usé par l'habitude et l'ennui. Devenir voyeur des choses simples, de ceux auxquels personne ne prête attention, tant ils font partie du quotidien, du banal, tant la survie est plus importante que tout. Au niveau où tu le pratiques, c'est élitiste. Hein. Ah non, si c'était élitiste, je ferais pas ce genre de voyage, ni toutes ces randonnées avec mes amis. Je ferais beaucoup de compétitions, ce qui n'est pas le cas. J'en fais 1 ou 2 par an, parce que ce sont des compétitions mythiques comme la Transvésuvienne ou le Chrysalpes, où je pense qu'il faut les avoir fait 1 fois dans sa vie, même si on finit très très loin. Justement, je ne suis pas élitiste, puisque le chronomètre n'est pas mon but. Mon but, c'est d'arriver au bout des choses. 4015 mètres au-dessus du lac de Titicaca. Un gentil guide local nous explique les vestiges Tiwanaku,
nous parle des cités englouties lors de la formation du lac, des 3 cataclysmes à l'origine de sa création, des trésors que les Incas auraient jetés dans ces eaux profondes pour les soustraire à la cupidité des conquistadors. Donner du sens à ces images ordinaires, dérober sans que personne n'en sache rien, me faire oublier, moi, l'étranger, si visible pourtant, devenir comme l'air du temps et laisser à l'œil de ma caméra le soin de comprendre l'instant d'une étape, la force qui s'anime sous mes pas. Préparation nécessaire. Je pense déjà qu'il faut déjà être bien entraîné. Le plus possible, rouler, faire des distances. Ce qu'il faut emmagasiner, c'est des distances kilométriques assez longues pour habituer son corps à l'effort prolongé comme ça. Et surtout à gérer, à pas faire de sprint. Si tu sprints, t'es mort, quoi. Tu vas pas au bout de la journée. Donner du sens à ma présence ici, à Copacabana. Tout y est calme, comme les eaux qui viennent effleurer la plage d'un délicat ressac. Juste pour le bruit sur les galets, invitant à s'y attarder, prendre le soleil, jouer d'un rien, offrir un peu de rêve à des enfants que tout enchante. Déguster une glace, et encore une, rien que par désœuvrement. Échanger avec des amis, ses joies et ses plaisirs. Se dire que le centre de l'univers est là, devant soi, et qu'il est bien normal qu'au commencement, le soleil soit sorti de la terre en ces lieux, de ces eaux bleues intenses, miroir d'un ciel si proche des étoiles. Arrivé enfin dans des hameaux, totalement isolés, n'ayant qu'un sentier de chèvres, plutôt de lamas, pour les relier au monde, et découvrir là que les gens vivent bien et heureux, car ils ont de l'eau. Donc des cultures, du poisson, des lamas qui paissent, et surtout zéro stress. Je me suis sentie infiniment bien dans ces paysages, au milieu de ces gens paisibles, qui n'ont rien mais qui ont tout, car ils ont peut-être trouvé le bonheur. M'effacer et ne plus être que le temps qui passe, calme, paisible, et vous dire, au moment où le soleil rejoint l'horizon, que j'ai vécu une bien belle journée.